La mer retient son souffle, et quelque part, une montre s'arrête. Dans un hôtel baigné d'or et de secrets, un crime s'est glissé entre deux battements de cœur. Ici, chaque sourire cache un souvenir. Chaque silence murmure une vérité qu'on préfère taire. Avant de commencer, dis-moi en commentaire, d'où écoutes-tu cette histoire et quelle heure est-il chez toi? Prête à suivre les pas d'Hercule Poirot, là où le temps lui-même devient suspect. Alors, entrons dans l'histoire. Le train filait vers le sud, avalant les paysages gris de Londres pour les dissoudre dans la clarté du jour. Hastings, le nez collé à la vitre, se réjouissait du voyage, tandis que Poirot, impeccablement vêtu malgré la chaleur, observait ses manchettes avec satisfaction. Le murmure régulier des roues semblait rythmer leurs pensées, celle du repos, du soleil et d'un oubli momentané du crime. Hastings parlait d'azur et de promenade. Poirot songeait à la perfection du service en wagon-restaurant. Le Sud, mon ami, est un lieu trompeur, glissa-t-il avec un sourire. Sous la lumière, il y a toujours une ombre. Hastings rit, croyant à une boutade. Mais Poirot, lui, regardait déjà au-delà des collines, comme s'il y voyait quelque chose que le soleil ne pouvait cacher. À leur arrivée, la brise tiède de la Méditerranée les enveloppa d'un parfum de sel et de fleurs. L'Hôtel du Soleil portait bien son nom, un lieu de calme et d'apparente insouciance, fréquenté par des Anglais raffinés, des artistes en quête d'inspiration et quelques silhouettes mystérieuses dont on devinait les secrets derrière les éventails. Poirot, charmé mais attentif, observait la précision du personnel, la lenteur mesurée des gestes et la manière dont les regards se croisaient sans se rencontrer. Au salon, une vieille dame lisait le Times à voix basse. Un colonel, retraité, notait chaque visage comme sur un champ de bataille. Et quelque part, un piano jouait une valse lente. Hastings déclara qu'ils étaient enfin loin de tout mystère. Poirot, lui, esquissa un sourire discret. Loin de tout, dites-vous, nous verrons. Le soir même, dans le salon lambrissé, Hastings remarqua un homme dont la présence imposait le silence. Sir Geoffrey Linton, écrivain célèbre, conversait à demi avec quelques admirateurs tandis que son regard, d'un gris froid, restait tourné vers la mer invisible. On disait de lui qu'il fuyait Londres et ses mondanités pour écrire en paix, mais son attitude évoquait moins la retraite que la fuite. Poirot, depuis son fauteuil, observait la crispation légère des mains de l'écrivain, la manière dont il évitait de croiser certains regards. « Cet homme, » murmura-t-il à Hastings, « porte en lui quelque chose de plus lourd qu'une gloire littéraire. » Hastings haussa les épaules, amusé. Pourtant, en quittant le salon, il eut lui aussi la curieuse impression qu'un poids invisible semblait peser sur la silhouette droite et solitaire de Sir Geoffrey. Le lendemain, après le déjeuner, Poirot s'attarda sur la terrasse envahie de jasmin. La veuve élégante, Madame Ellingham, y prenait le thé en compagnie du directeur de l'hôtel, un homme discret au regard trop mesuré. Le détective belge, d'humeur bavarde, s'invita dans leur conversation. On parla du climat, des Anglais et de la douceur de vivre, mais sous les mots polis filtraient d'étranges éclats, une rancune feutrée, un souvenir commun, un regret à demi voilé. Poirot, avec son sourire tranquille, laissa flotter quelques remarques anodines qui semblaient ne rien signifier. Pourtant, à la fin de l'entretien, il nota la pâleur du directeur et la main tremblante de la veuve. Une atmosphère délicieuse, n'est-ce pas, Hastings, dit-il en rejoignant son ami.
Oui, mais chargé, je dirais, comme avant l'orage. Vers 5 heures, un domestique traversa la terrasse, tenant une enveloppe crème à l'écriture élégante. Il s'inclina devant Sir Geoffrey Linton, installé seul avec son carnet de notes. L'écrivain prit la lettre, la décacheta lentement, puis son visage se figea. Ses doigts se crispèrent, ses yeux perdirent toute couleur. Sans un mot, il se leva, renversa légèrement sa tasse et quitta la terrasse d'un pas raide, presque mécanique. Le directeur voulut le retenir, mais Sir Geoffrey fit un geste brusque, refusant toute aide. Poirot suivit la scène d'un œil pensif, sans un commentaire. Hastings, intrigué, demanda « Une mauvaise nouvelle, peut-être » Poirot répondit simplement « Il y a des lettres qu'on lit trop tard, mon ami. Toujours trop tard. » La nuit s'était installée, douce et tiède. Le dîner venait de commencer lorsque retentit un cri venu de l'étage. Les convives se levèrent, inquiets. Le directeur accourut, suivi de Poirot et Hastings. Dans la chambre de Sir Geoffrey, une lampe brûlait encore. L'homme était étendu sur le lit, immobile. Le médecin de passage accourut en hâte, mais le verdict fut sans appel. Mort subite, probablement cardiaque. Poirot, penché sur le corps, nota un détail étrange. La montre à gousset du défunt, posée sur la table, indiquait 7h47, l'heure exacte de sa mort, hasarda Hastings. Poirot fronça les sourcils, observant l'objet. « Peut-être, répondit-il lentement, ou peut-être l'heure à laquelle le temps a choisi de mentir. » Le cri avait déchiré la quiétude de l'hôtel, comme une lame dans le velours. En quelques instants, les couloirs s'étaient emplis de visages pâles, de robes de chambre mal nouées, de chuchotements pressés. Poirot et Hastings, alertés par le tumulte, montèrent d'un pas rapide vers l'étage. Devant la porte, le directeur tremblait, la clé entre les doigts. Lorsqu'ils entrèrent, un silence presque religieux tomba, dense, irréel. On n'entendait plus que le tic-tac d'une pendule lointaine. Poirot, le visage impassible, s'arrêta à quelques pas du lit, tandis que Hastings, pris d'un frisson, murmura le nom de l'écrivain. Rien ne bougeait, même la mer, au dehors, semblait suspendre son souffle. Dans cet instant figé, l'affaire commençait. Et le mystère, déjà, les observait. Sir Geoffrey Linton reposait sur le lit, la tête légèrement tournée, les traits détendus comme ceux d'un dormeur qui aurait trouvé enfin la paix. Seule la pâleur cireuse de ses mains trahissait la mort. À son poignet, une montre à gousset, en or, ouverte, indiquait précisément 7h47. Poirot se pencha, la contempla un long moment, puis leva un sourcil. Cette précision l'intriguait. Une montre qui s'arrête au moment du décès, n'est-ce pas trop parfait pour être vrai? Hastings, ému, regardait l'écrivain avec compassion, tandis que Poirot, déjà, notait les détails, la position des draps, la symétrie des objets, l'ordre scrupuleux d'un homme qui aimait la rigueur, et peut-être le secret. Dans cette scène d'apparente sérénité, quelque chose sonnait faux, un calme trop arrangé pour être innocent. En avançant vers la fenêtre entr'ouverte, Poirot fronça le nez. Un parfum délicat flottait dans la chambre, une trace subtile de jasmin, légère mais tenace. Il huma l'air avec précaution, comme un gourmet jugeant un vin trop doux. « Curieux », murmura-t-il. Ce n'était ni le parfum d'un homme, ni celui des fleurs du jardin, trop éloignés pour embaumer ainsi. Cette note intime, presque féminine, s'était glissée dans la pièce comme un secret importun. Hastings, lui, ne remarquait rien. Il contemplait la mer qui, au loin, étincelait sous la lune. Mais Poirot savait. Dans les affaires humaines, les odeurs mentent rarement.
Elles s'attachent au coupable comme la mémoire à la faute. Et ce jasmin-là, venu d'ailleurs, venait peut-être de désigner, sans le vouloir, une présence silencieuse. Sur la table de nuit, une tasse de porcelaine trônait, à moitié pleine d'un thé désormais froid. Hastings y vit la trace banale d'un dernier réconfort. Poirot, lui, s'en approcha avec l'attention d'un horloger. Le fond de la tasse laissait voir un dépôt jaunâtre, presque imperceptible. L'odeur, à peine sucrée, semblait altérée, désagréablement métallique. Sir Geoffrey avait-il l'habitude de prendre le thé à cette heure ? Demanda-t-il doucement au directeur. Celui-ci hésita, balbutia, puis répondit que non. Poirot acquiesça sans commentaire. Il effleura le bord de la soucoupe, observa les traces de doigts, puis posa délicatement la tasse. Quelqu'un avait voulu que ce geste paraisse anodin, et pourtant, tout dans cette tasse trahissait une intention. Une main s'y était attardée plus longtemps qu'il n'était nécessaire. Le docteur Martin, un homme à moustache courte et à ton péremptoire, arriva, bientôt, sa trousse en main. Après un examen rapide, il déclara d'une voix assurée « Crise cardiaque, typique chez les hommes de cet âge, rien d'étrange. » Hastings hocha la tête avec respect, mais Poirot resta silencieux. Il observait la bouche du défunt, les lèvres légèrement violacées, la nuance bleutée au coin des doigts. Le médecin, déjà prêt à repartir, s'impatientait. Poirot l'interrompit d'un ton doux. « Vous avez remarqué, docteur, cette teinte ici ?» Martin haussa les épaules, résidu de cyanose, sans importance. Poirot inclina la tête poliment. Mais son regard, brillant et concentré, disait autre chose. Il n'y a pas de cyanose sans cause, pensa-t-il. Et le cyanure, lui, ne laisse qu'un parfum d'amande ou de jasmin. Lorsque le médecin eut quitté la pièce, Poirot resta un instant immobile, les mains croisées derrière le dos. Hastings, mal à l'aise, brisa le silence. « Vous ne croyez pas à la crise cardiaque, n'est-ce pas ?» Le détective esquissa un sourire lent. « Mon cher ami, le cœur de l'homme, oui, peut s'arrêter naturellement. Mais ici, quelqu'un a peut-être aidé le destin. » Il se pencha à nouveau sur la tasse, y chercha ce que nul ne voulait voir. Une main criminelle, Hastings, discrète mais sûre. Regardez, la mort naturelle n'a pas besoin de ce parfum, ni de cette montre arrêtée à une heure trop exacte. Hastings frissonna. Poirot, lui, restait pensif. Le poison, mon ami, c'est l'arme du patient, de celui qui attend, toujours. À mesure que la nouvelle se répandait, l'hôtel se transformait. Les voix se faisaient plus basses, les regards plus fuyants. On murmurait dans les couloirs, « Mort subite, si étrange ». Le personnel parlait d'une montre arrêtée, d'un cri trop tardif. Le directeur, visiblement nerveux, ordonnait le silence, mais prêtait lui-même l'oreille à chaque ragot. Poirot écoutait ces rumeurs avec un calme presque amusé. Le temps, Hastings, est devenu le principal témoin. Une montre figée. Quelle belle ironie. Hastings fronça les sourcils. « Vous pensez qu'on a voulu tromper l'heure ?» Poirot répondit seulement. « Peut-être. Ou la retarder. Dans tous les cas, elle ment. » Et tandis que le murmure continuait de glisser entre les murs, il semblait que le mystère, lui aussi, battait au rythme d'une horloge invisible. Le lendemain matin, un voile d'inquiétude recouvrait l'hôtel du Soleil. Les couloirs, d'ordinaire remplis de pas légers et de rires discrets, s'étaient faits silencieux. Les clients se parlaient à voix basse, et chaque regard semblait craindre d'en croiser un autre trop longtemps. Lorsque Poirot traversait le hall, les conversations s'interrompaient brusquement, comme si son ombre portait déjà l'accusation. Il sentait cette nervosité diffuse,
cette peur invisible qui s'installe après la mort, non pas celle de la victime, mais celle du secret qui cherche à rester enfoui. Hastings, lui, trouvait le climat oppressant. Ils se conduisent tous comme s'ils avaient quelque chose à cacher, murmura-t-il. Poirot répondit doucement. Et peut-être ont-ils raison, mon ami. La mort, voyez-vous, met à nu les âmes plus sûrement qu'un interrogatoire. Poirot demanda à voir le directeur, un homme mesuré, poli jusqu'à la raideur. Ils s'assirent dans son bureau, dont les rideaux tirés laissaient passer un mince filet de lumière. Le directeur raconta calmement la dernière soirée de Sir Geoffrey. Un dîner solitaire, un peu de lecture, puis une brève conversation dans le hall avec son jeune assistant. Il hésita, puis ajouta « Il y a eu une sorte de désaccord, monsieur Poirot. Rien de grave, mais Sir Geoffrey paraissait irrité. » Poirot l'écoutait, les doigts joints, les yeux mi-clos. « Un désaccord sur quoi, précisément ?» Le directeur rougit légèrement. « Sur un manuscrit, je crois. Le jeune homme revendiquait un rôle plus important qu'il ne devait. » Poirot hocha lentement la tête. « Intéressant. Les querelles d'orgueil sont souvent plus sanglantes que celles d'argent. » Le jeune assistant fut convoqué. Un garçon mince, nerveux, dont les doigts s'agitaient sans repos. Il tenta d'abord de paraître calme, mais sa voix trahissait une angoisse contenue. Poirot le questionna avec douceur, comme s'il voulait apaiser un enfant égaré. Très vite, des rumeurs revinrent sur le tapis. On disait qu'il avait emporté certains manuscrits de Sir Geoffrey, prétendant en être le véritable auteur. Il balbutia, protesta, évoqua la confiance de son maître, puis s'interrompit brusquement, conscient d'en dire trop. Hastings, témoin de la scène, sentit grandir son antipathie pour ce jeune homme trop avide de reconnaissance. Poirot, lui, gardait ce sourire impénétrable qui ne juge jamais avant d'avoir tout pesé. « Vous avez donc travaillé étroitement avec Sir Geoffrey ?» demanda-t-il. « Très étroitement, » répondit l'autre, le regard fuyant. Plus tard, une découverte inattendue vint troubler l'enquête. Dans la chambre de l'assistant, Hastings trouva une lettre soigneusement pliée, adressée à un éditeur londonien. Elle semblait prouver qu'un manuscrit de Sir Geoffrey, encore inédit, avait été volé et envoyé sous un autre nom. Hastings, triomphant, crut l'affaire résolue. Mais Poirot, lisant la lettre à son tour, secoua la tête. « Trop évident, mon ami. Ce papier sent le piège. » En observant l'écriture, il nota des irrégularités, des lettres imitées avec trop de soin. On voulait détourner mon attention. Hastings protesta, incrédule. Poirot sourit. « Le mensonge est un art, Hastings, mais celui-ci manque de finesse. Le véritable coupable n'écrit jamais noir sur blanc. Il préfère laisser le doute, pas la preuve. » L'enquête prit une tournure inattendue. En feuilletant les registres de l'hôtel, Poirot découvrit que plusieurs pensionnaires, dont Sir Geoffrey, avaient appartenu au même bataillon pendant la Grande Guerre. Un frisson du passé parcourait les murs du lieu. Les regards échangés au dîner, les silences pesants prenaient soudain un sens nouveau. Poirot interrogea discrètement un vieil officier anglais qui parla d'une mission tragique d'un camarade abandonné sur le champ de bataille. « Certains n'ont jamais pardonné », murmura-t-il avant de se lever, ému. Poirot nota ces mots avec gravité. Il savait que la guerre, même éteinte depuis 20 ans, laissait derrière elle des blessures qui suppurent encore. Une trahison, Hastings, voilà peut-être le véritable point de départ. Et un homme trahi attend toujours son heure. Ce soir-là, le soleil déclinait sur la terrasse, enveloppant tout d'une lumière dorée. Poirot retrouva Madame Ellingham,
la veuve élégante, vêtue de deuil discret. Sa voix tremblait lorsqu'elle parla de sir Geoffrey. Ils s'étaient aimés autrefois, avant la guerre, puis il était parti, sans un mot. Il m'a écrit des promesses, puis plus rien. Ses doigts, joints avec un mouchoir en dentelle, tandis que ses yeux fixaient la mer. Poirot l'écoutait, sans l'interrompre, sensible à cette douleur ancienne que le temps n'avait pas apaisée. « Je ne lui en voulais plus, » dit-elle doucement. « Jusqu'à hier soir, je l'ai revu, et tout est revenu. » Poirot inclina la tête. « L'amour, madame, est la seule passion qui survit à la guerre, mais il ne survit pas toujours à la vérité. » En regagnant leur chambre, Hastings se montra pensif. « Ces histoires de guerre, de cœur brisé, tout cela me serre le cœur, Poirot. Quelle misère que l'humanité !» Poirot, assis près de la fenêtre, regardait la nuit tomber. La guerre, mon ami, n'a pas seulement tué des hommes, elle a tué la confiance, elle a appris au cœur à attendre, parfois trop longtemps. Hastings, troublé, resta silencieux. Il voyait chez son ami cette froide lucidité qu'il admirait autant qu'elle le déconcertait. Poirot, lui, savait déjà que le mobile de ce crime ne se trouverait pas dans la cupidité, mais dans quelque chose de plus intime. Une blessure invisible, lente et patiemment nourrie. Le lendemain, Poirot, fouillant les archives de la bibliothèque de l'hôtel, tomba sur un vieux journal jauni. Il y lut un article consacré à un régiment britannique décimé sur le front français. Parmi les morts figurait un nom, John Mayfield, frère du directeur de l'hôtel. Le cœur de Poirot se serra. Voilà le lien. Sir Geoffrey Linton, officier à l'époque, avait été cité dans le même rapport pour sa décision controversée d'abandonner un soldat blessé. Poirot referma lentement le journal. Le puzzle prenait forme. Derrière la façade courtoise du directeur, il voyait déjà se dessiner l'ombre d'un frère endeuillé, d'une vengeance longuement contenue. Il songea. Le passé ne meurt jamais. Il attend simplement son heure. Et parfois, il frappe avec le tic-tac d'une montre arrêtée. Dans le petit salon de l'hôtel, au rideau tiré, Poirot avait demandé qu'on lui amène le jeune assistant. L'air y était chargé d'une tension presque palpable, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Le jeune homme entra, le visage pâle, les yeux fuyants. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il s'assit, et son regard resta obstinément fixé sur le tapis. Poirot, installé en face de lui, observa ce malaise avec douceur, sans le brusquer. « Vous êtes fatigué, monsieur, n'est-ce pas ?» commença-t-il d'un ton presque paternel. L'autre acquiesça, murmurant quelques mots confus. Poirot croisa les doigts. « Alors, dites-moi simplement la vérité. Elle pèse moins lourd que le mensonge, même quand elle brûle. » Un silence suivit. Dans ce silence, Poirot sut déjà que la vérité allait venir, lente, mais inévitable. Sous la pression bienveillante, mais implacable du détective, l'assistant finit par céder. Sa voix tremblait tandis qu'il avouait avoir caché un manuscrit inédit de sir Geoffrey. « Ce n'était pas un vol, monsieur Poirot. Je voulais seulement le sauver. Il parlait de le détruire, et je n'ai pas pu. » Poirot l'écoutait sans un mot, notant chaque inflexion de cette voix d'homme-enfant. Le jeune homme raconta qu'il avait trouvé le texte quelques jours avant la mort de l'écrivain, soigneusement dissimulé dans un tiroir verrouillé. Craignant qu'il ne disparaisse à jamais, il l'avait pris, non par ambition, mais par curiosité et par une étrange fascination. Poirot inclina la tête. « Ainsi donc, vous avez voulu préserver une œuvre, mais peut-être aussi un secret. Et cela, mon ami, c'est bien plus dangereux que le vol. » Poirot posa la main sur le manuscrit,
que le jeune homme venait de remettre. La couverture portait un titre frappant. « The Man Who Waited Too Long ». Un frisson passa dans la pièce. Hastings, debout derrière son ami, échangea un regard surpris avec lui. Le détective caressa la reliure du bout des doigts, comme s'il lisait déjà dans les fibres du papier une confession muette. « Ce titre, murmura-t-il, n'est pas choisi au hasard. » Il ouvrit le premier feuillet. Le texte racontait l'histoire d'un homme rongé par la rancune, trop fier pour pardonner, trop lâche pour agir, jusqu'au jour où l'attente elle-même devient poison. Hastings se fronça les sourcils. C'est troublant, Poirot. On dirait qu'il s'est écrit lui-même. Poirot, pensif, répondit simplement. Ou qu'on l'a écrit pour lui. Poirot s'assit, le manuscrit entre les mains. Il lut lentement, savourant chaque mot comme on goûte un vin dont on cherche l'arrière-goût. Certains passages le frappèrent, une montre arrêtée, un parfum de fleurs capiteuses, un thé servi à l'heure du crépuscule. Ces détails semblaient anodins, mais leur accumulation formait une énigme cachée dans la prose. Hastings, curieux, tenta d'interpréter, mais Poirot l'interrompit. « Non, mon ami, ne lisez pas avec le cœur, mais avec la logique. Ce roman n'est pas seulement une fiction, c'est un miroir. » Le texte parlait d'un homme tué non par un autre, mais par le temps, par la lenteur d'un remords qu'il n'avait jamais su apaiser. Poirot referma doucement les pages. « Sir Geoffrey, murmura-t-il, avait peut-être compris qu'on ne meurt jamais seul. » Hastings, impressionné, prit la parole. « Mais enfin, Poirot, ne voyez-vous pas? Ce texte est une confession. Sir Geoffrey a voulu dire la vérité sans la dire, comme un écrivain qui se juge lui-même. » Poirot leva un sourcil, amusé. « Vous avez une âme de romancier, mon ami, pas d'enquêteur. » Hastings protesta, mais Poirot souriait toujours. Les aveux déguisés, voyez-vous, sont faits pour être crus par ceux qui ont besoin d'y croire. Ce manuscrit contient peut-être une vérité, mais ce n'est pas nécessairement celle que vous pensez. Il tapota le document du bout des doigts. La fiction, Hastings, est le plus subtil des mensonges, et celui-ci, je le crains, a été écrit pour orienter les esprits, pas pour les éclairer. Poirot relut encore une phrase du texte, puis referma le manuscrit. Ses yeux s'assombrirent. « Ce roman a été retouché, » dit-il lentement. « Certaines pages ne sont pas de la même main. Le style, la ponctuation, la précision changent. » Hastings fronça les sourcils. « Vous pensez qu'on l'a falsifié ?» Poirot acquiesça. « Oui, peut-être après la mort de l'auteur, ou avant, avec son accord, mais dans quel but ?» Il réfléchit un instant, puis ajouta. « Un manuscrit est comme un testament. Il dit ce que le défunt voulait laisser et ce qu'il voulait cacher. » Hastings resta pensif. Poirot, lui, observait le jeune assistant, qui, malgré son silence, tremblait légèrement. « Il ment, » pensa Poirot, mais pas sur le vol, sur ce qu'il a vraiment lu. Poirot rouvrit le manuscrit, feuilletant jusqu'à un passage souligné au crayon. Le texte décrivait la scène d'une mort, un homme trouvé sans vie, une montre à son poignet, arrêté à 7h47. Le même chiffre, le même silence. Hastings en eut le souffle coupé. Poirot, lui, resta parfaitement calme, mais son regard se fit plus aigu. « Voilà donc le cœur du mensonge, » murmura-t-il. « Un détail trop précis pour être inventé. Ce texte a été écrit par quelqu'un qui connaissait l'heure exacte du drame ou qui voulait qu'on le croie. » Il referma lentement les pages. L'odeur du papier ancien se mêlait à celle, plus subtile, du jasmin qui flottait encore dans la pièce. La fiction, songea-t-il, a parfois plus de mémoire que les hommes eux-mêmes. Poirot resta longuement pensif,
le regard perdu dans le vide. « Ce texte, dit-il enfin, ne raconte pas un crime passé, il en annonce un. » Hastings cligna des yeux, surpris. Poirot reprit d'une voix basse, comme pour lui-même. « L'homme qui attend trop longtemps, Hastings, n'est pas celui qui meurt, mais celui qui tue. L'attente use le cœur plus sûrement qu'un poison. » Il fit glisser la main sur la couverture. Sir Geoffrey, volontairement ou non, a écrit le portrait de celui qui allait le frapper. Chaque page est un avertissement, et nul ne l'a compris. Hastings frissonna. Poirot ajouta doucement « Le temps n'efface pas les fautes, mon ami. Il les conserve, jusqu'à l'heure exacte où elles se vengent. » L'après-midi s'étirait doucement dans le salon d'hiver, où quelques pensionnaires lisaient à demi-voix les journaux du matin. Poirot, installé dans un coin tranquille, savourait son chocolat chaud lorsqu'il sentit sur lui un regard insistant. Une vieille dame, vêtue de gris, l'observait depuis un fauteuil voisin. Ses yeux clairs, d'une douceur fatiguée, semblaient hésiter entre la curiosité et la confession. Elle se leva lentement, s'approcha et, d'une voix à peine audible, dit « Vous êtes bien, monsieur Poirot, le célèbre détective ?» Poirot s'inclina avec courtoisie. Elle baissa le ton encore davantage. « Il y a quelque chose que je dois vous dire, quelque chose que j'ai gardé trop longtemps. » Ce timbre feutré, entre la peur et le soulagement, éveilla immédiatement l'attention du petit Belge. Elle s'assit face à lui, les mains jointes sur son sac, les doigts tremblants. « J'ai été infirmière pendant la guerre, monsieur Poirot, en 1917, dans un hôpital de campagne, près d'Arras. » Sa voix se perdit un instant, puis revint, hésitante. « C'est là que j'ai connu Sir Geoffrey Linton. Il commandait alors un petit détachement d'infanterie. Un homme admirable, disait-on, jusqu'à ce jour. » Poirot ne bougeait pas, son regard fixé sur elle. « Un de ses officiers avait été grièvement blessé, » continua-t-elle. « On a supplié Sir Geoffrey d'autoriser son évacuation. Il a refusé. Il prétendait qu'il n'y avait pas de place sur le camion médical. Et l'homme est mort avant l'aube. » Elle baissa les yeux. J'entends encore ses râles. Je n'ai jamais compris ce refus. Un silence lourd suivit cette révélation. Poirot, les mains croisées, attendit qu'elle poursuive. La vieille dame leva enfin les yeux. Cet officier s'appelait John Mayfield. Poirot tressaillit imperceptiblement. Ce nom, il l'avait lu récemment, dans un vieux journal consulté par curiosité. La voix tremblante continua. Il était le frère d'un autre soldat du même régiment, un certain Albert Mayfield. Poirot murmura « Le directeur de cet hôtel. » Elle acquiesça lentement. « Oui, il n'a jamais su toute la vérité, mais il se doutait, je crois. J'ai voulu la lui dire, puis je n'ai pas osé. » Poirot ferma les yeux un instant. Le fil de la vengeance se déroulait enfin, invisible mais certain, tissé dans le silence de 20 années. En quittant la vieille dame, Poirot resta longuement pensif. Dans son esprit s'assemblaient les pièces d'un puzzle moral. Un frère mort, un autre vivant, et entre eux l'ombre d'un officier impassible. Il imaginait le directeur, jeune soldat autrefois, recevant la nouvelle du décès avec cette stupeur froide qui ne s'efface jamais tout à fait. Peut-être ce jour-là avait-il juré de ne pas oublier, de servir la justice autrement, patiemment, jusqu'à l'heure propice. Poirot sentit une compassion trouble. Il comprenait trop bien ces âmes qui font du chagrin une arme. La vengeance, se dit-il, n'a pas besoin de colère. Elle se nourrit du silence, du temps, et d'un souvenir qu'on remonte chaque jour, comme une montre prête à exploser.
Lorsque Poirot raconta à Hastings ce qu'il venait d'apprendre, celui-ci s'emporta aussitôt. C'est monstrueux, refuser de sauver un homme blessé, et si le directeur a voulu se venger, peut-on vraiment le blâmer? Poirot leva un doigt sévère. Mon ami, la vengeance n'est jamais justice, elle est simplement le passé déguisé en présent. Hastings soupira, les bras croisés. Tout de même, attendre 20 ans, c'est inhumain. Poirot sourit légèrement. Au contraire, c'est profondément humain. Certains hommes ne pardonnent pas, mais ils patientent, et parfois cette patience tue. Hastings détourna le regard, troublé. Poirot, lui, demeura pensif. Derrière chaque crime, il y a un cœur blessé, et celui-ci, sans doute, battait depuis trop longtemps dans l'ombre du remords. Le lendemain, la vieille dame fit porter à Poirot une enveloppe jaunie. À l'intérieur, une photographie d'époque. 2 hommes en uniforme, souriant, posant devant une tente de campagne. L'un, jeune et fier, portait déjà le visage sévère de Sir Geoffrey. L'autre, plus grand, semblait rire de tout. Au dos, une inscription. « À mon ami Geoffrey, ton frère d'armes, John Mayfield. » Poirot resta longtemps à contempler l'image. 2 visages liés par la guerre, séparés par la faute. La photographie, fragile et jaunie, paraissait presque respirer. Hastings entra, curieux. « Qui sont-ils » demanda-t-il. Poirot répondit doucement. « Des hommes que la guerre a unis pour mieux les détruire. » Et glissant la photo dans sa poche, il ajouta « Le passé, Hastings, ne se laisse jamais enterrer. » Ce soir-là, seul dans sa chambre, Poirot songea longuement à ce qu'il avait appris. La mer battait au loin, régulière, comme une respiration ancienne. Il pensa à la vieille dame, à son remords tardif et à l'homme qui, peut-être, n'avait attendu que le moment juste pour rendre justice à son frère. Le silence, se dit-il, est parfois plus meurtrier qu'une arme. On croit qu'il apaise, il concentre. Chaque souvenir, chaque rancune, s'y polit, jusqu'à devenir une lame. Poirot ferma les yeux. Dans cette affaire, le temps n'était pas seulement un témoin, il était le complice, et la montre figée à 7h47, symbole cruel d'une vengeance différée, battait encore dans sa mémoire. La nuit était tombée sur l'autel du soleil, plus dense qu'à l'accoutumée. Dans les couloirs, le silence avait la consistance d'une attente. Hastings dormait depuis peu, mais Poirot, assis dans son fauteuil, demeurait éveillé. Quelque chose le troublait. Ce calme, trop parfait, lui semblait factice, comme suspendu au-dessus d'un gouffre invisible. Il sentit, sans pouvoir l'expliquer, que l'affaire n'était pas close, que le destin, capricieux, allait rejouer une seconde fois sa partition. La mer, au loin, battait la grève d'un rythme monotone, presque oppressant. Poirot leva les yeux vers la montre posée sur sa table de nuit. Minuit moins 10. C'est souvent à 7h, murmura-t-il, que les consciences vacillent et que les secrets s'impatientent. Puis il se leva lentement, comme mu par une intuition qu'il ne voulait pas encore nommer. Le cri jaillit soudain, aigu, déchirant, tranchant net le fil du silence. Poirot se redressa, aussitôt, déjà en mouvement. Dans le jardin, les ténèbres vibraient d'agitation. Un groupe s'était formé autour d'une silhouette étendue sur le gravier. Le jeune assistant de Sir Geoffrey gisait là, inerte, la tête tournée de côté, une lampe renversée près de lui, son verre brisé, à quelques pas. Le directeur, les traits tirés, donnait des ordres confus. Une femme retenait un sanglot. Poirot s'agenouilla, posa 2 doigts sur la gorge du blessé. Un souffle faible persistait. « Il vit encore, dit-il. » Hastings, essoufflé,
murmura. « Mon Dieu, un autre meurtre ?» Poirot secoua la tête. « Non, pas encore. Mais quelqu'un, Hastings, a tenté d'empêcher la vérité avant qu'elle ne parle. » En quelques minutes, le hall se remplit d'une agitation nerveuse. Les clients, réveillés en sursaut, accouraient en robe de chambre, le visage blême. Chacun racontait sa version. Un cri entendu, une ombre près des rosiers, un éclat de lampe. Les récits s'entrechoquaient, imprécis, déformés par la peur. Une dame jurait avoir vu une silhouette masculine courir vers la terrasse. Un autre prétendait avoir aperçu une robe claire. Poirot, calme au milieu de ce tumulte, notait mentalement chaque mot, chaque contradiction. Il savait que dans le chaos des souvenirs se cachait toujours une parcelle d'exactitude. Le mensonge, Hastings, dit-il doucement, se trahit par son excès de précision. Écoutez bien, trop de détails, et vous saurez où regarder. Puis, sans attendre, il demanda qu'on éclaire le jardin. Le jardin baignait dans une lueur d'aube naissante. Poirot s'y attarda, observant la pelouse encore humide. Sous la rosée, des empreintes légères s'étendèrent du sentier jusqu'au corps. Il les suivit du regard. Elles semblèrent appartenir à deux personnes, l'une fuyant, l'autre hésitant à la poursuivre. Près du banc, un mouchoir brodé gisait, imprégné d'un parfum de jasmin, le même que celui qu'il avait respiré dans la chambre de sœur Geoffrey. Poirot le prit entre deux doigts, songeur. Un peu plus loin, un éclat métallique attira son attention. La trace d'une montre, récemment posée, puis retirée. « Voilà donc, » murmura-t-il, « ce qui manque encore à l'histoire. » Hastings fronça les sourcils. « Vous croyez qu'on a voulu rejouer la scène du premier crime ?» Poirot répondit doucement. « Ou l'effacer ?» On transporta le jeune homme à l'intérieur, dans le petit salon où flottait l'odeur du thé froid et des cigares oubliés. Allongé sur un canapé, il respirait avec peine. Le médecin, rappelé en maths, administra une injection. Hastings, anxieux, guettait un signe, une parole. Enfin, dans un souffle à peine audible, l'assistant murmura un nom. Un seul. Poirot se pencha pour l'entendre, puis fit un signe bref au docteur. Il ne faut pas le fatiguer davantage. Hastings, brûlant d'impatience, demanda. « Quel nom, Poirot ? Qui ?» Le détective esquissa un sourire discret. « Ce n'est pas encore le moment, mon ami. Une vérité livrée trop tôt se brise comme du verre. Attendons qu'elle se solidifie. » Et il détourna le regard vers la fenêtre, où l'aube pointait déjà. Le matin, un murmure agité parcourut l'hôtel. La nouvelle circulait de table en table, au petit déjeuner. La montre de sœur Geoffrey avait été retrouvée, et pas n'importe où, sur la table de chevet du directeur lui-même. Poirot, prévenu aussitôt, monta dans la chambre. Le directeur l'attendait, blême, une colère glaciale dans les yeux. « C'est absurde, monsieur Poirot. Je n'ai jamais vu cette montre. » Poirot examina l'objet. Le couvercle était légèrement rayé, et les aiguilles, immobiles, indiquaient toujours 7h47. « Elle a été posée ici intentionnellement, » dit-il calmement. Hastings s'emporta. « Mais c'est une preuve tout de même. » Poirot le coupa. « Non, mon ami, une preuve parfaite est toujours suspecte. Le coupable, s'il est habile, sait qu'il vaut mieux trop donner pour qu'on croie trop vite. » Hastings, encore persuadé d'avoir trouvé le coupable, ne décolérait pas. « Enfin, Poirot, vous ne pouvez pas nier que tout l'accuse, la montre, la rancune, le passé. » Poirot, immobile, observait la surface polie de la montre comme s'il y voyait un autre reflet. Justement, Hastings, trop d'ordre, trop de cohérence. Ce n'est pas la signature de la vérité, mais celle de la mise en scène. Il leva les yeux vers son ami.
Quand une preuve tombe du ciel, c'est souvent parce que quelqu'un l'y a jetée. Hastings soupira, désemparé. Poirot, pensif, ajouta. Le vrai coupable, lui, se tient dans l'ombre. Il laisse aux autres le soin d'accuser, d'interpréter, de conclure. Et pendant ce temps, il attend. Encore. Un mot flotta dans sa pensée. Attendre. Resté seul un moment, Poirot relut ses notes, alignant les faits comme des perles sur un fil. Chaque détail, chaque geste semblait lié par une étrange lenteur. Le temps, ici, ne se contentait pas de passer. Il s'était arrêté, comme si tous vivaient en sursis. Ils ont tous attendu trop longtemps, murmura-t-il. La veuve pour pardonner, le directeur pour se venger, l'assistant pour avouer, Sir Geoffrey lui-même pour expier. Chacun portait en lui un retard, moral, affectif, tragique. Hastings revint, un peu apaisé. Poirot le regarda et dit doucement « Ce crime, mon ami, n'est pas celui d'un instant. Il est né d'années de silence. » Il fit tourner la montre entre ses doigts. « Et c'est le temps, Hastings, qui a tué. Rien d'autre. » Le matin s'éveillait lentement sur la mer. Poirot, fidèle à son habitude, avait choisi la solitude du rivage pour ordonner ses pensées. Devant lui, les vagues se succédaient avec la régularité d'un métronome, imitant le rythme calme et précis de sa réflexion. Chaque ressac semblait emporter un doute, chaque reflux ramenait une vérité. Le parfum salin, mêlé à celui du jasmin que la brise ramenait de l'autel, formait une étrange harmonie, presque méditative. Hastings, resté à distance respectueuse, le contemplait en silence. Poirot, immobile, paraissait écouter la mer comme s'il lui parlait. Enfin, il murmura « L'ordre, mon ami, tout n'est qu'affaire d'ordre. Il faut que le chaos des hommes obéisse à la logique du temps. » Puis il referma les mains, prêt à remonter le fil invisible de l'énigme. L'esprit de Poirot s'avançait à rebours, comme un lecteur patient feuilletant les pages d'un livre déjà lu. Il revit la lettre mystérieuse arriver sans explication, et le visage de Sir Geoffrey se figeant à sa lecture. Puis, le thé, tiède et ambré, dont l'arôme s'était mêlé à une trace imperceptible de cyanure. La montre figée à 7h47, symbole obstiné d'un mensonge. Et ce parfum de jasmin, toujours là, obstiné, comme la signature d'une présence invisible. Enfin, le manuscrit « The Man Who Waited Too Long », reflet déformé d'un drame plus ancien. Tous ces éléments, d'abord épars, s'alignaient peu à peu dans l'esprit du détective, comme les perles d'un collier dont le fil manquait encore. Il ferma les yeux. « Le fil existe, pensa-t-il. Il me faut seulement le retrouver. » Poirot ouvrit lentement les yeux. L'évidence, jusque-là masquée par trop de coïncidences, se dessinait enfin. Tout tournait autour d'une illusion temporelle. Le meurtre n'était pas celui que l'on croyait, car le temps lui-même avait été falsifié. Cette montre arrêtée, exhibée comme un témoin irréfutable, ne disait pas l'heure de la mort, mais celle qu'on voulait qu'elle dise. Sir Geoffrey n'était pas mort à 7h47. On avait simplement inversé la mesure du temps, brouillant la ligne des événements pour détourner le soupçon. Poirot se pencha sur son carnet de notes. « On croit toujours le temps immuable, » murmura-t-il. « Mais l'homme, quand il souffre, cherche à le manipuler. Et c'est là, Hastings, que naît le mensonge parfait, celui qu'on croit inscrit dans l'horloge. » Poirot ferma les yeux un instant, laissant revenir à sa mémoire la senteur entêtante du jasmin. Elle ne l'avait jamais quitté depuis le soir du crime, dans la chambre, sur le mouchoir, dans le jardin, jusque dans la montre retrouvée. Mais ce parfum, songea-t-il, n'était pas celui d'un homme. Il appartenait à une main féminine, attentive, peut-être compatissante. Pourtant,
La personne qu'on accusait n'en portait jamais. Alors, qui? Un souvenir se raviva. Le soir du drame, une silhouette était passée dans le couloir, tenant une lampe, laissant derrière elle ce sillage de fleurs blanches. Poirot rouvrit les yeux. Ce parfum n'annonce pas la mort, Hastings. Il annonce la pitié. Et dans une affaire de vengeance, la pitié est toujours le dernier mensonge avant la vérité. Poirot entreprit alors de reconstruire la trame logique, dans cet ordre parfait que seule la raison peut dicter. La lettre, elle n'était pas une menace, mais un appât, le thé, un leurre destiné à créer la confusion sur la cause de la mort. La montre, une mise en scène préméditée. Quant au manuscrit, il avait servi de masque littéraire. Une confession déguisée, ou plutôt une prophétie. Hastings, fasciné, écoutait le flot précis des déductions. « Voyez-vous, mon ami, » expliqua Poirot, « le crime est comme une spirale. Il commence dans la simplicité, puis s'enroule sur lui-même jusqu'à étouffer son auteur. Il faut simplement dérouler ce fil dans le bon sens, et les aiguilles de la vérité tournent alors toutes seules. » Un frisson de clarté traversa l'esprit de Poirot. Il se souvint de la montre examinée à la loupe. Les aiguilles, légèrement déplacées, ne s'étaient même pas arrêtées. Elles avaient été remontées à rebours, non pas cassées, mais inversées volontairement, pour falsifier l'heure du décès. « Ah !» s'exclama-t-il doucement. « Voilà la ruse. Ce n'est pas la mort qui a figé le temps, c'est le mensonge qui l'a retourné. » Hastings resta interdit. Poirot poursuivit. « L'assassin a voulu gagner du temps, ou plutôt en effacer un fragment. Ce qui paraît insignifiant, mon ami, c'est l'arme même du crime, le temps manipulé comme un alibi. » Il songea à Sir Geoffrey, à sa montre réglée, à la main qu'il avait tournée, une main tremblante de regret plus que de haine. Et soudain, tout se mit en place. Poirot revit le visage du directeur, ce calme obstiné, cette politesse trop mesurée. L'homme n'était pas animé par la colère, mais par le remords, celui d'un frère qui, 20 ans plus tôt, avait juré de venger l'injustice. Ce n'était pas la haine qui l'avait conduit au meurtre, mais une idée déformée de la réparation. Il a voulu corriger le passé, Hastings, murmura Poirot. Redresser le temps, comme on redresse une horloge faussée, mais personne ne répare le temps. On ne fait que l'abîmer davantage. Hastings, bouleversé, ne répondit rien. Poirot ferma les yeux, pensif. Dans ce crime, il voyait moins un assassin qu'un homme perdu entre deux heures, celle de la mort et celle du pardon jamais donné. La mer, à présent, semblait s'être apaisée. Poirot se leva lentement, rajusta sa cravate avec ce soin minutieux qui précédait toujours ces grandes révélations. Son regard se tourna vers l'autel, baigné de lumière matinale. « Hastings, » dit-il doucement, « les petites cellules grises ont parlé. » Il prit une inspiration, son visage empreint d'une gravité sereine. « Maintenant, mon ami, il est temps de les écouter. » Hastings le suivit du regard, comprenant qu'une fois encore, le moment approchait, celui où la logique allait trancher ce que les émotions avaient brouillé. Poirot marcha vers le bâtiment, son pas mesuré, son esprit parfaitement ordonné. L'heure de la vérité avait sonné, et pour une fois, le temps semblait lui obéir. La nouvelle se répandit dans l'hôtel avec la lenteur d'une rumeur redoutée. Monsieur Poirot avait demandé que tous se réunissent à 17 heures précises dans le grand salon doré. Nul n'osa refuser. Les visages se croisèrent dans les couloirs, empreints de crainte ou de curiosité. Hastings, nerveux, suivait son ami en silence, observant la manière dont le détective ajustait sa cravate avant de franchir la porte. Poirot, calme et solennel,
semblait déjà connaître la fin de l'histoire qu'il allait conter. « Mon ami, murmura-t-il à Hastings, il est temps que la vérité sorte de sa cachette. Elle attend, comme toujours, d'être invitée à la lumière. » Hastings acquiesça, troublé. Dans son regard, Poirot lut l'inquiétude sincère de celui qui pressent qu'une révélation aussi nécessaire soit-elle, blesse toujours quelqu'un avant de délivrer les autres. Le grand salon doré portait bien son nom. La lumière du soir s'y répandait comme un métal fondu, dorant les visages tendus des convives. La veuve élégante, l'assistant pâle, le directeur impassible, tous étaient là, prisonniers d'une même attente. Un parfum léger de cire et de jasmin flottait encore, rappel discret du crime. Poirot prit place au centre, les mains croisées sur sa canne, et salua d'un signe. Un silence respectueux tomba aussitôt. Hastings, posté près de la fenêtre, sentait la tension s'épaissir comme un orage contenu. Poirot promena lentement son regard d'un visage à l'autre, puis parla d'une voix égale. « Mes amis, nous voici arrivés au moment où les mensonges cessent d'être utiles. Ce soir, nous allons rendre au temps sa véritable mesure. » Poirot prit une inspiration mesurée avant de commencer. « Permettez-moi de rappeler les faits tels qu'ils se sont déroulés. Le soir du drame, Sir Geoffrey Linton s'était retiré sur la terrasse après le dîner. Il avait reçu, peu auparavant, une lettre qu'il lut seul, le visage blême. Le thé lui fut servi par un domestique, un simple geste d'apparence anodine. Mais ce thé, mes amis, n'était pas ordinaire. Les regards se croisèrent, inquiets. Poirot poursuivit. Sir Geoffrey en but quelques gorgées, puis resta immobile, comme si quelque pensée douloureuse l'avait soudain accablé. Ce n'est qu'une heure plus tard qu'on le retrouva sans vie. L'on crut à une crise du cœur, car tout semblait paisible, la tasse, la montre, la lettre, et pourtant, c'était le calme trompeur de l'illusion. Poirot se pencha légèrement, sa voix s'adoucissant. Tout, dans cette affaire, reposait sur une illusion temporelle. La montre arrêtée à 7h47 paraissait indiscutable. Elle était notre seule certitude, et c'est précisément pourquoi il fallait la douter. Il la sortit de sa poche, la fit tinter doucement. Cette montre n'a jamais cessé de battre. Elle a été remontée à rebours. On a inversé le sens du temps pour tromper la logique. Sir Geoffrey est mort plus tard, bien plus tard qu'on ne l'a cru. Un murmure parcourut la salle. Poirot poursuivit. Implacable. Ce détail, minuscule en apparence, a bouleversé toute la chronologie. Celui qui a manipulé cette montre savait qu'en modifiant l'heure, il effaçait sa propre présence de la scène du crime. Il avait, littéralement, réécrit le temps. Poirot reposa la montre et sortit de sa poche un feuillet plié en 4. Voici la clé du drame, une lettre anonyme, écrite d'une main tremblante, mais avec une intention très claire, celle de ranimer un souvenir qu'on croyait mort. Il la déplia lentement. Cette lettre de chantage fut adressée à Sir Geoffrey le soir même. Elle évoquait un crime ancien, celui d'un soldat abandonné sur le champ de bataille. L'auteur de ces mots cherchait moins l'argent que la confession. Poirot s'interrompit, observant le directeur de l'hôtel, dont le visage demeurait de pierre. Elle fut écrite, non par un criminel cupide, mais par un homme en deuil, un frère, un cœur qui n'a pas su pardonner. La salle entière semblait retenir son souffle. Poirot baissa la voix. Et c'est cette douleur, mes amis, qui a tué. Un murmure parcourut la salle, puis s'éteignit. Tous les regards, comme guidés par une même intuition, se tournèrent vers le directeur de l'hôtel. Il demeurait immobile,
les mains jointes sur la table, le visage grave, sans une ombre de défense. Poirot, lui, ne haussait ni la voix ni le ton. Son calme avait la précision d'un scalpel. « Vous, monsieur Mayfield, frère du soldat abandonné sur le champ de bataille, vous avez attendu 20 ans. Vous avez accueilli Sir Geoffrey, ici, sous votre toit, avec le sourire de l'hospitalité, mais votre cœur, lui, préparait son jugement. » Il marqua une pause, douce, mais implacable. « Vous avez voulu qu'il meure comme votre frère, seul, sans secours. Vous avez simplement remplacé le champ de bataille par une chambre d'hôtel. » Le silence s'alourdit. Poirot conclut, presque avec pitié. « Vous avez tué, non par haine, mais par mémoire. » Le directeur ne répondit pas tout de suite. Ses lèvres tremblaient, mais aucun mot ne venait. Enfin, il leva les yeux vers Poirot, puis vers la salle, et murmura « J'ai attendu trop longtemps. » Sa voix n'était ni dure ni révoltée, seulement fatiguée, comme celle d'un homme libéré du poids d'un secret. Il parla d'un frère qu'il avait idolâtré, d'un père mort de chagrin, d'un nom effacé dans les registres de guerre. Puis, il se tut, posant les mains à plat sur la table, comme pour s'y ancrer une dernière fois. La veuve détourna le regard. Hastings eut un frisson. Poirot, lui, baissa légèrement la tête. « C'est assez, » dit-il doucement. « Vous n'avez plus rien à dire, et nous n'avons plus rien à entendre. » Dans ce silence, il n'y avait ni triomphe, ni colère. Seulement la gravité d'une vérité tardive. Poirot tira alors de sa poche une enveloppe jaunie, cachetée du sceau personnel de Sir Geoffrey. Avant de mourir, Sir Geoffrey avait préparé ce document, dit-il. Il n'a pas eu le temps de le remettre à son notaire. Il ouvrit la lettre, la lut lentement. Il y exprime le souhait qu'une somme importante soit versée à la famille Mayfield, en réparation d'un acte commis pendant la guerre. Il avait compris trop tard que l'honneur n'efface pas la faute. Le directeur ferma les yeux. Poirot reprit. « Vous n'étiez pas son ennemi, monsieur Mayfield. Vous étiez le seul qu'il voulait apaiser. Il avait tendu la main, mais le temps, encore une fois, n'a pas permis qu'elle atteigne le vôtre. » Cette phrase, murmurée sans accusation, laissa dans l'air un vertige de tristesse. Hastings sentit qu'il n'y avait plus de coupables, seulement deux hommes vaincus par le passé. Poirot se leva lentement, les mains jointes derrière le dos. Son regard se perdit un instant dans le vide, comme s'il écoutait un écho lointain. Le temps, mes amis, est le seul adversaire que l'homme ne peut vaincre. Il laissa sa voix se poser dans le silence. Sir Geoffrey a trop attendu pour se racheter, et M. Mayfield a trop attendu pour pardonner. L'homme qui a trop attendu, ce n'était pas seulement le mort, mais aussi celui qui l'a tué. Personne ne bougea. Cette phrase semblait suspendue entre eux, lourde d'une vérité qu'aucun ne pouvait contester. Poirot ajouta plus bas. « Quand le cœur diffère du temps, la justice devient vengeance, et la pitié se transforme en faute. » Puis il se tut, laissant le tic-tac de la montre de Sir Geoffrey remplir à nouveau le salon, comme si le temps reprenait enfin ses droits. Le soir tombait doucement sur la côte d'azur. À travers les hautes fenêtres, la lumière dorée du crépuscule se reflétait sur les vitres comme une pluie d'or fondu. Poirot, son manteau posé sur le bras, traversa lentement le hall silencieux. Derrière lui, les pas des clients s'étaient tus. Hastings le rejoignit, troublé. « Vous partez déjà, Poirot ?»« Oui, mon ami. Il n'y a plus rien à comprendre ici. Le crime était un cri du passé, et il s'est enfin éteint. » Hastings regarda vers la mer.
puis vers la montre que Poirot tenait encore. « Que ferez-vous d'elle » demanda-t-il. Poirot répondit simplement « Rien. Elle n'appartient plus à personne. Le temps, lui, ne garde rancune à aucun homme. » Et sans se retourner, il sortit dans la lumière dorée du soir. Le matin s'étirait dans une clarté tranquille. L'air portait encore le parfum du sel et des fleurs du rivage, mais l'agitation de la veille semblait n'avoir été qu'un rêve. Hastings marchait aux côtés de Poirot, sur la plage presque vide. Derrière eux, l'hôtel du Soleil se découpait dans la lumière pâle, redevenu ce qu'il avait toujours prétendu être. Un havre de repos et de murmures feutrés. Les fenêtres closes ne laissaient rien deviner du drame qui s'y était joué. Poirot avançait lentement, les mains croisées derrière le dos, son pas mesuré, son regard tourné vers la mer. Hastings, respectueux de ce silence, sentait qu'il ne parlait plus du crime, mais de quelque chose de plus vaste, du poids du temps et des hommes. Leurs pas s'imprimaient, côte à côte, sur le sable humide, comme deux lignes parallèles promises à se fondre. Hastings s'arrêta un instant pour contempler ces empreintes fragiles, déjà déformées par la marée montante. Chaque vague venait les recouvrir d'une écume légère, puis les effacer, comme si rien n'avait jamais existé. Il pensa à Sir Geoffrey, à M. Mayfield, à la lettre jamais lue, toutes ces traces d'hommes effacées à leur tour par le mouvement patient du monde. « Le temps reprend toujours ce qu'on lui dérobe », murmura-t-il. Poirot ne répondit pas, mais inclina légèrement la tête, comme s'il reconnaissait la justesse de cette leçon donnée par la mer elle-même. Un vent doux se leva, soulevant les plis du manteau de Poirot. Il s'arrêta, fixa l'horizon où la mer se confondait avec le ciel. Sa pensée, plus profonde que la ligne de l'eau, semblait voyager vers ces âmes qu'il n'avait pas su sauver du poids de leur propre douleur. Hastings le regardait, devinant qu'il ne réfléchissait plus à la mécanique du crime, mais à l'injustice immuable du cœur humain. Que de vies usées à attendre ce qui ne revient pas, songea Poirot à voix basse. Le murmure des vagues lui répondit, comme une prière sans mots. Puis il reprit sa marche, lentement, laissant à la mer le soin de parler à sa place. Un éclat métallique attira soudain l'attention de Hastings. À moitié enfouie dans le sable, une montre brisée reposait, son cadran fendu, ses aiguilles figées dans un temps illisible. Poirot se pencha, la prit délicatement dans sa paume, puis la regarda longuement. « Voilà », murmura-t-il, « le temps qui s'éteint, mais qui ne ment plus. » Il la jeta doucement dans le ressac. Une vague la saisit, l'emporta, et elle disparut dans l'écume. Hastings sentit un frisson l'envahir. C'était comme si la mer elle-même refermait le dernier chapitre de l'affaire, emportant avec elle la mémoire d'un homme et son pardon trop tardif. Poirot resta un moment immobile, les yeux perdus sur l'eau argentée. Puis, d'une voix lente et douce, il dit « Il n'y a pas de justice dans le temps, mon ami. Il n'y a que le cœur des hommes qui bat trop tôt ou trop tard. » Hastings voulut répondre, mais se tut. Il comprit que tout avait été dit. Autour d'eux, la mer reprenait son éternel tic-tac, celui du monde qui continue, indifférent aux regrets humains. Poirot tourna alors les talons, son pas régulier s'effaçant derrière lui, tandis que le murmure de la marée couvrait les dernières traces de leurs pas. Parfois, la vérité ne triomphe pas. Elle se contente d'apaiser ceux qui ont trop attendu. Et vous, auriez-vous su voir, derrière le silence et les regrets, le véritable visage de la justice? Dites-le-moi en commentaire, likez l'histoire si elle vous a touché, et abonnez-vous pour d'autres mystères à élucider. Car au fond,
chaque cœur humain cache une énigme que seul le temps peut résoudre.